On est à un tournant. Israël a repris ses opérations, cette fois dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younes. Ça veut dire, encore une fois, que la possibilité d'une négociation est définitivement fermée, ou Israël veut aller vraiment attaquer au cœur le Hamas. Je pense qu'au contraire de ce qu'a dit M. Macron, ça ne va pas prendre 10 ans pour détruire le Hamas. Je veux dire, cette phrase, elle est assez incroyable. Hein. C'est-à-dire que c'est-à-dire que oui, il l'a dit ce week-end lors d'un déplacement. C'est quoi le but? C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a maintenant effectivement les informations sur les massacres, les otages. Pendant qu'ils étaient otages, ils ont été torturés, violés, enfin des trucs horribles. Je ne sais pas si on entend tellement dans les médias français. Bon, donc ce ne sont pas des, comme dirait, comment il s'appelle, Mélenchon, des résistants. C'est vraiment des monstres. À partir de là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, bien entendu. Et pour tout le monde. Pour tout le monde, y compris effectivement les habitants de Gaza qui souffrent. Eux aussi, bien entendu, depuis des années, puisque s'ils osaient lever la main contre le Hamas, ils se faisaient tout tuer immédiatement. Hein, on a encore vu ça dernièrement. Donc voilà, moi j'espère que ça va s'arrêter le plus vite possible, parce que ça dure beaucoup trop longtemps. Moi je trouve, à mon sens, ça dure effectivement très longtemps. Et puis bon, bien sûr, il y a des risques, il y a des morts, la guerre c'est horrible. Mais par contre, il y a quelque chose qui me surprend, c'est que, vous voyez, on voit toutes ces images, on voit tout, on a l'impression d'être en direct dans la guerre, entre guillemets. Et pourtant, la guerre Russie-Ukraine, ça fait 2 ans que ça dure, on n'a pas eu autant d'images que ce qui se passe là. On ne sait pas le nombre de morts qu'il y a. Donc pourquoi ça m'interpelle. Pourquoi on se pose le focus comme ça uniquement sur Israël, qui est, comme vous le savez, un petit pays qui a été attaqué, hein, qui agit. Et alors l'Ukraine, les Russes, on ne sait pas combien il y a de morts, combien il y a eu d'attaques, combien il y a ça, on ne sait rien du tout. C'est quand même bizarre, C'est quand même bizarre. Et malheureusement, le fait d'en parler autant, ça réveille, des anciens démons chez nous aussi, et ça attise les haines, comme le fait Mélenchon notamment. Et ça, c'est très dangereux. Alexandre Devecchio du Figaro. D'ailleurs, on a dit aux Ukrainiens, c'est votre destin, vous défendrez la souveraineté tant que vous l'aurez décidé. Quand bien même la guerre de l'Ukraine apparaît plus difficilement gagnable, et il n'y a pas eu d'objectif clair pour le coup. On ne sait pas s'ils veulent aller jusqu'en Crimée ou pas, mais bon, passons, parce que l'Ukraine est un autre sujet, mais c'est vrai que vous soulevez là quelque chose d'intéressant. Emmanuel Macron, il dit il faudra 10 ans pour... la guerre va durer 10 ans si vous continuez vos opérations. Je ne suis pas de ceux qui sous-estiment la difficulté d'anéantir le Hamas, mais je comprends très bien la stratégie d'Israël, parce que c'est pas possible pour eux de vivre avec un voisin qui s'appelle le Hamas. Ensuite, sans vouloir faire de comparaison grandiloquente, on a réussi à se débarrasser définitivement du nazisme et de ses représentants et de l'idéologie derrière. Donc ça devrait être possible. Alors c'est pas dans cette guerre qu'on va se débarrasser de l'islamisme, mais au moins du Hamas en tant qu'organisation, ça me paraît être possible. Et en plus, les propos d'Emmanuel Macron sont inquiétants. Je dirais par rapport à la situation française, parce que ça témoigne de son absence de volonté politique d'une certaine manière. Il dit le Hamas ça va mettre 10 ans, donc faut que ça s'arrête maintenant au bout de 10 jours. Et donc moi, en tant que citoyen français, je me dis, on est nous-mêmes confrontés à une menace islamiste, à des difficultés, on voit avec les fichiers S notamment, et comme c'est trop compliqué, ça va mettre 10 ans, et ne faisons rien. C'est un peu comme ça que j'entends, et ça me met un peu en colère. Vous avez raison, Rachel Alors, Kahn. on est dans une guerre hybride, on l'a répété, la guerre sur le terrain, cette attaque terroriste qu'il faut répéter le 7 octobre, mais aussi une guerre juridique. Et malgré tout, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, qui est portée par Françoise Imray notamment. C'est Karim Khan, le grand avocat international. Karim Khan, donc, qui est le procureur général de la Cour pénale internationale, qui a enfin été sur les lieux en Israël, qui a été rencontrer les familles les lieux des massacres, qui a rencontré les familles d'otages et qui a bien pu se rendre compte de la cruauté. Et pour reprendre ses mots, il a dit que c'était des crimes qui choquent la conscience de l'humanité. Il a constaté justement avec les familles que ces enfants avaient été pris lorsqu'ils étaient en train de dormir dans leur lit, etc. Et qu'il y avait un fondement ethnique sur ce sujet. Donc, ça veut dire que si la CPI s'empare du sujet, la Cour pénale internationale, ça change aussi la donne. C'est-à-dire qu'on arrête de nous dire que l'épuration ethnique, elle se trouve à Gaza sans fondement. Parce que là, on a l'extrême gauche en France qui s'auto-consacre en tant que juge pénal international, pénaux internationaux, alors même qu'il n'y a pas eu de ce tribunal mis en place. Vous avez raison. Éric Revel, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'Alexandre vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Alexandre Devecchio parlait des propos du chef de l'État, mais de quels propos parlait-il? Parce que vous vous souvenez que le 23 octobre, le 23 octobre dernier, il avait dit
faut une grande coalition pour combattre le Hamas. Bon, alors, quand vous combattez le Hamas, c'est Oui, pour ça, l'exterminer. Et puis là, quelques jours plus tard, il nous explique qu'il ne faut pas pourchasser trop longtemps le Hamas parce que sinon, ça va entraîner 10 ans de guerre. Et puis, quelque chose qui est passé complètement sous les radars. Vous savez qu'en ce moment, il y a un énorme sommet sur le climat qui se tient à Dubaï. Oui, ça s'appelle la COP 28. Et le président de la République a essayé de relancer un peu sa diplomatie sur le sujet. Alors, il a demandé à plusieurs personnalités du monde arabe de venir. Personne n'était disponible. Il a essayé d'organiser une table ronde. Il a eu personne autour de la table ronde. Ça s'appelle un fiasco diplomatique. Alors la France compte peu dans cette partie du monde et depuis longtemps, c'est vrai. Mais là, voilà, quand on parle des propos du président de la République, ou alors il est un hologramme, mais il y a un sujet quand même. C'est un peu moqueur, mais bon. Voilà, Moi, je pense que ça fait peur au-delà de ça. Revenons en France. C'est très bien de s'occuper effectivement de ce qui se passe ailleurs, mais déjà, occupez-vous de la France. Occupons-nous de ce qui se passe chez nous. Il y a eu devant la Tour Eiffel ce qui s'est passé. Occupons-nous de ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'on est en sécurité en France? Non. Nous, on veut que notre président, entre guillemets, il fasse le boulot en France, qu'il s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Occupez-vous de ce qui se passe en France. Qu'on ait une économie, un pays sécurisé, qu'on puisse sortir dans la rue normalement. Mais moi, je trouve ça incroyable. C'est ce qui fait. Moi, je veux beaucoup en province en ce moment faire des conférences, et je me rends compte parce que je pense que notre président devrait aller plus, mais voir pas les gens qu'on lui force à voir, qu'on lui met devant lui. Non, vraiment, ce qui se passe, et on se rend compte. Moi, c'est des chefs d'entreprise que je vois. Donc, vous voyez, c'est pas. Et donc, ils ont une vraie inquiétude, et je pense que. Alors s'il a des conseillers effectivement qui ont 25 ans, qui sont des geeks ou je sais pas quoi, c'est sûr que c'est très bien, il y a pas de problème, l'âge, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'ils sont pas dans la vraie vie. Bon, et donc moi c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Je pense que le peuple de France, les Français, dont nous faisons tous partie, ils veulent un chef qui leur dise voilà où on va aller, vous inquiétez pas, on va vous sauver, on va vous donner une sécurité, on va sécuriser votre économie, on va arrêter de dépenser de la dette publique n'importe comment. J'en ai parlé. J'étais sûr que vous arriveriez à la dette. J'étais sûr. Voilà, c'est ça ce que veulent les Français aujourd'hui. Ils veulent une direction, ils veulent un chef. Bon, le coup de gueule de Marc Toiti dans Punchline, Monsieur le Président, occupez-vous des Français et de la France. On va écouter, pour revenir à l'attentat de Paris, parce que vous avez fait le lien avec la situation sécuritaire et sur le front terroriste de notre pays, témoignage de Marcel, qui est un voisin du terroriste. C'est vraiment un témoignage exclusif qui a été recueilli par Fabrice Elsner. Écoutez ce qu'il dit de ce terroriste qu'il a vu grandir. J'ai connu ce gamin-là, il avait 3-4 ans à peu près au début, donc à la maternelle. Là aujourd'hui, je savais qu'il avait passé le bac, je savais aussi qu'il suivait des études, donc si on le voyait beaucoup moins, c'est peut-être parce qu'il partait faire des études, je ne sais où. Comme sa sœur d'ailleurs a fait aussi des études. C'est aussi une famille sans problème, sans rien, pas de problème dans la résidence. Ils doivent voir rien dans la résidence non plus, ils sont à jour, voilà quoi. Pour ce témoignage de Marcel, recueilli par Fabrice Elsner, c'est à chaque fois la même chose. Oui. Ils ne se font pas remarquer, ils sont lambda. À l'intérieur de la sous prison. les radars. Et puis il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Et on reste sous les radars. C'est tellement banal, c'est les réseaux sociaux. C'est la façon dont ces gens se nourrissent de vidéos, d'idéologie. Et ça peut se faire à l'insu du plein gré de tout le monde. Il y a quand même une autorité de régulation, non, sur les réseaux sociaux. Déjà, vous ne savez pas ce que votre enfant parfois regarde sur un écran. Eh bien, vous pouvez avoir des jeunes radicalisés qui consomment des réseaux sociaux et vous en apercevez pas. C'est ce que dit Marcel. Il dit, mais c'est une famille qui posait pas de problème. Il a suivi des études. Les parents se sont sans doute, peut-être, pas aperçus de ce qui se passait. Rachel, c'est possible. On parle souvent des territoires perdus de la République. Je pense qu'il y a les territoires perdus de la République numérique. Et on ne doit plus laisser ce vide numérique s'installer qui, finalement, alimente le séparatisme. On parle beaucoup de radicalisation, mais on parle de moins en moins de la lutte contre le séparatisme. Or, le séparatisme, il est à tous les niveaux de la société, véritablement. Culturel, économique, exactement, culturel. Je pense qu'il y a une dette, effectivement, au niveau économique, mais il y a une dette au niveau politique qui est majeure. Mais ça paraît très compliqué, pardon. Eric Revel, oui. Déjà, la plateforme Pharos sur laquelle on fait des signalements a du mal à suivre les réseaux classiques, mais vous avez plein de messageries cryptées sur lesquelles aussi ces individus reçoivent des vidéos idéologisantes. Et vous imaginez, comment surveiller tout cela? Pour moi, vous voyez, on nous avait expliqué que les réseaux sociaux, ce serait un formidable élément de liberté, d'expression.
Et on s'aperçoit qu'en fait, ça charrie énormément Vous avez de choses absolument problématiques raison. qui détruisent nos sociétés. Marc, toi, on évoquait la situation en Israël il y a quelques instants. Le Hamas rejette ce qu'il appelle des mensonges sur les viols lors des attaques du 7 octobre en Israël, qui sont documentés, qui ont été filmés, Bien sûr, mais qui c'est ont eux-mêmes été qui ont filmé. prouvés et C'est eux-mêmes qui l'ont avérés. filmé. Donc, aussi, j'entends ça, mais c'est eux-mêmes qui ont filmé, qui l'ont mis sur les réseaux sociaux. C'est pas l'armée israélienne, c'est eux-mêmes. Et malheureusement, on entend de ce qui se passe depuis les hôpitaux sur les otages qui ont été récupérés. On n'en parle pas trop, mais c'est une catastrophe. Donc, c'est sûr. Donc, c'est ça ce qui est racontent de inquiétant. leurs Pour revenir conditions sur de effectivement, on se rend bien compte aujourd'hui de l'erreur d'avoir supprimé le service militaire en France, qui était se creuser effectivement, qui donnait justement ces références, cette cohésion. Et c'est vrai que malheureusement, le fait de ne plus avoir ça, c'est extrêmement coûteux pour notre société. Et Rachel Kahn, on note évidemment la façon dont les terroristes du Hamas s'en sont pris systématiquement aux femmes, avec des mutilations, des violences très spécifiques, vraiment dirigées contre les femmes. Avec effectivement, une nouvelle fois, c'est François Zimré, cet avocat qui porte au niveau international pour le 7 octobre et pour les otages femmes, le fait que le viol soit un crime de guerre, cette arme de guerre qu'est le viol, en tout cas au plus haut de cette reconnaissance, au plus haut de la scène internationale, mais le fait qu'il y ait cette négation, ce révisionnisme de la part du Hamas, alors même que les femmes ont été mutilées, qu'il y a cette femme qu'on a vue qui n'arrivait même plus à marcher tellement elle avait subi de viols, c'est juste l'enfer. Le bassin brisé à force d'avoir été violé. Éric, on est face à un sauvagement général, pour conclure. Vous voyez, ce qui est terrifiant et ce qui rend, il faut évidemment pas s'habituer, mais ce qui rend notre parcours collectif très poignant, c'est que j'ai l'impression que tous les 2 jours, on commente une agression sévère, un meurtre, une nouvelle percée sur notre territoire d'un islamiste. Moi, je suis quand même relativement inquiet, je vous le dis comme je le pense, hein, parce que en fait, tous ces gens qui communiquent entre eux. Vous savez, on parlait parfois de 5e colonne. Messagerie cryptée. Mais oui, mais tous ces gens communiquent entre eux. Ils sont capables de porter des coups individuellement, collectivement. Enfin, c'est quand même très... Et vous vous souvenez ce qu'avait dit sur votre plateau Monsieur de Montbrial ? On s'attendait à des attentats sévères sur le sol français. Oui. Peut-être que le périple meurtrier de ce monsieur aurait été l'un des attentats sévères dont on nous menaçait. On va continuer à en parler dans nos émissions. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Punch.